Distingués invités du PMI Côte d'Ivoire, distingués membres du PMI Côte d'Ivoire, honorables invités d'ailleurs des autres chapitres, bonsoir et bienvenue à ce troisième webinaire du groupe d'études sur le programme management. Je suis Destin Lobo, vice-président sponsorship au PMI Côte d'Ivoire et ce soir, je serai votre modérateur. Permettez-moi à l'entame de mon propos de dire quelque chose au niveau de ce groupe d'études. Ce groupe d'études sur la gestion des programmes a été mis en place par le PMI Côte d'Ivoire afin de distiller, afin de partager avec la communauté des gestionnaires de projets toutes les informations relatives à la gestion des programmes. Tout simplement parce que l'ensemble de la documentation présente sur la plateforme, sur l'ensemble des plateformes est en anglais. Et ce groupe d'études est chargé de produire de la documentation en français, des webinaires en français, de partager des notions sur la gestion des programmes afin de nous emmener très certainement à aller vers la certification PGMP. Le déroulé de ce webinaire de ce soir, qui parlera de l'engagement des parties prenantes. Ce webinaire se déroulera en trois étapes. Dans un premier temps, nous aborderons les notions théoriques sur le management des programmes issus du standard for Program Management. Par la suite, nous aurons un partage, un retour d'expérience de nos experts. Et là, je vous prie, chers participants, d'être connectés. Et nous finirons par des échanges, des questions-réponses. J'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec un grand. Il est dans la stratégie organisationnelle. Il accompagne les organisations qui souhaitent se lancer dans la transformation organisationnelle. Il est gestionnaire de projets expérimenté avec une vingtaine d'années d'expérience. Il a piloté des projets de centaines de millions d'euros. Vous l'aurez reconnu. Mon co-animateur ce soir n'est autre que Kamel Alaban. Bonsoir, Kamel. Bonsoir Destin et merci pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Je t'en prie, Co- Kamel. Merci beaucoup. Comme vous le savez tous, un programme, c'est un ensemble de projets. C'est avant tout une aventure humaine. Il ne se réalise pas par des processus, mais grâce aux personnes qui participent. Ces personnes-là sont internes ou externes à l'organisation, sont nos parties prenantes. Comprendre ce qu'ils sont et ce qu'elles attendent, c'est reconnaître que leur engagement détermine la réussite du programme. Sans leur soutien, même les meilleurs chefs de projet et la meilleure planification échouent. Mais alors, comment réussir à fédérer et à maintenir cet engagement? C'est précisément le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Ensemble, avec nos experts Fabrice et Patrick, nous allons explorer trois axes essentiels. Le premier axe, c'est comprendre ce que une partie prenante et pourquoi son engagement est vital tout au long du programme. Le deuxième point, c'est identifier les piliers de cet engagement et à la fin, découvrir les outils concrets qui permettent de suivre, d'impliquer et de motiver efficacement toutes les parties prenantes dans un programme complexe. L'objectif de ce webinaire est simple, faire en sorte que chacun d'entre nous, aussi vous qui est derrière votre écran, devienne un acteur de succès collectif. Sans plus attendre, accueillons chaleureusement nos experts Fabrice et Patrick. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir, Patrick. Bonsoir Destin, bonsoir Kamel, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à tous les participants. Je suis très très heureux d'être avec vous ce soir et je sais qu'on va bien s'amuser. Merci. Super. Patrick, un Bon, petit mot? oui, bonsoir à tous, bonsoir Destin, Kamel, Fabrice, bonsoir à tous les participants. Heureux d'être là et je suis sûr qu'on va passer un très bon moment. Je À n'en vous. doute.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je sens que la température commence à monter et très certainement des questions viendront de la part de nos participants. Eh bien, chers participants, vous avez le chat qui est disponible. Vous pouvez utiliser le chat ou l'option Q&A pour poser vos questions. Mais avant cela, je sais que nous sommes suivis de partout le monde. Donc, dans le chat, dites-moi depuis quelle position, depuis quel pays vous suivez ce webinaire. Il est important de rappeler un peu tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. Nous avons eu un premier webinaire qui était en réalité le kick-off de cette très belle initiative. Par la suite, nous avons eu un webinaire, le premier webinaire réel, qui lui a parlé de l'alignement stratégique. On a parlé des principes dans le management des programmes. On a évoqué les différents domaines de performance et nous avons abouti au webinaire sur l'alignement stratégique. Le dernier webinaire a parlé de la gestion des bénéfices et du cycle de vie du programme. Et aujourd'hui, Kamel le disait, nous aborderons l'engagement des parties prenantes. Kamel, je sens que les questions, tu as peut-être des questions pour nos spécialistes, nos experts. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Destin. Avant de poser une question, est-ce que tout le monde arrive à envoyer sur le chat? Non, ça marche pas le chat. Et l'option Ok. Q&A. Ok. Alors, la question que j'aimerais bien poser, je vais m'orienter à mon ami Fabrice. Alors, Fabrice, je sais que vous avez une expérience large et longue dans ce domaine-là, et j'aimerais comprendre, pour commencer ce panel, pouvez-vous nous rappeler c'est quoi exactement une partie prenante? Et c'est quoi son engagement et comment l'engagement est essentiel dans le déroulement du projet? Merci Kamel pour cette très très belle question pour démarrer. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que gérer une initiative, un programme comme un projet, consiste à gérer des hommes, c'est-à-dire gérer des individus. Et dans ce sens-là, il est vraiment important pour ces individus qu'on gère là, de savoir quelles sont les attentes, quels sont leurs besoins par rapport à l'initiative. Donc ici, les parties prenantes, ce n'est rien d'autre que des individus, donc un groupe d'individus, ou bien un individu qui est impacté ou qui se sent impacté, c'est-à-dire qui a le sentiment qu'il est impacté par le projet. Donc, exemple de partie prenante ici aujourd'hui, pour ce webinaire-là, on a des participants qui sont connectés, donc c'est des parties prenantes importantes. Je compte jusqu'à 62 actuellement, avec les membres du comité de pilotage aussi, qui sont des parties prenantes très, très importantes, parce qu'elles sont impliquées et qu'elles sont concernées par cette initiative. Maintenant, pourquoi les engager? Il faut engager les parties prenantes parce que ces parties prenantes, comme je l'ai dit tantôt, ont des attentes, ont de l'influence ou peuvent avoir de l'influence sur le projet, positif comme négatif. Ces parties prenantes-là, elles sont soit résistantes au projet, soit supportrices pour le projet. Donc, ce sont des éléments qu'il faut chercher à comprendre dans un premier temps, travaillant pour comprendre ce que les parties prenantes veulent. Par la suite, les écouter attentivement et en fin de compte, essayer de les impliquer dans le programme de telle sorte à ce que, en fin de compte, on puisse avoir un très grand succès dans la gestion de ce programme-là. Donc, Kamel, voilà en quelques mots. Je pense qu'au cours du webinaire, on pourra développer, voilà en quelques mots, ce que je peux dire sur les parties prenantes de leur gestion. Merci. Merci beaucoup, Fabrice. Merci beaucoup. Euh, Fabrice, merci infiniment pour cette clarification sur ce que c'est qu'une partie prenante. Après avoir regardé un peu le standard for Program Management, on a aperçu dans ce référentiel, dans ce standard, un principe qui est partie prenante. Et un peu plus loin,
il y a un autre domaine de performance qui est engagement des parties prenantes. Eh bien, quel est le lien qui existe entre le principe partie prenante et le domaine de performance engagement des parties prenantes? Je voudrais bien que Patrick nous dise quelque chose là-dessus. Merci Destin pour cette très belle question. Alors pour répondre simplement, hein, je vais dire que le principe, c'est un peu comme notre boussole, c'est le pourquoi central. Il établit une valeur fondamentale et c'est-à-dire que à travers le principe, nous croyons que la réussite du programme dépend fortement d'un engagement efficace des parties prenantes. C'est la justification stratégique en quelque sorte. Par contre, le domaine de performance, c'est la feuille de route, c'est le comment. C'est là que les principes se traduisent en actions concrètes. C'est l'exécution. Donc, dans le domaine de performance, vous allez identifier les parties prenantes, les analyser, planifier leur engagement, communiquer, etc. Et toutes ces étapes-là permettent de rendre tangible et mesurable l'engagement des parties prenantes et sa contribution au succès du projet. Pour illustrer en fait le lien entre ces deux concepts, je vais prendre l'exemple d'un programme qui serait en l'occurrence la digitalisation du dossier patient par le ministère de la Santé hein, dans un pays. Et la digitalisation de ce dossier patient-là devrait se faire sur toute l'étendue du territoire. Le principe, ça serait que le ministère de la Santé souhaite, par exemple, euh, que le système soit utilisé par tous les acteurs. Ça c'est le principe. Et donc, l'utilisation de ce système-là par tous les acteurs garantit l'atteinte des objectifs et l'obtention des bénéfices. Alors, qu'est-ce que l'équipe projet ou l'équipe programme va faire? L'équipe programme ne se contentera pas de communiquer sur le principe. L'équipe programme va, par exemple, engager les corps professionnels de santé afin de les impliquer activement lors de la conception et va mettre en place des équipes de support pour aider les utilisateurs sur le terrain afin que les infirmiers, les médecins puissent utiliser effectivement le système. Ça, c'est le domaine de performance. Donc, le principe, sinon, le domaine de performance est en quelque sorte la mécanique qui met en œuvre le principe. J'espère que j'ai été assez clair sur ce point. N'hésite pas à me dire s'il faut plus de clarification. Merci. Oui, ça a été un peu clair. Et là, il y a une image qui m'est venue. Vous savez, moi, j'ai un principe. Mon principe, c'est de dire que tous mes projets, je dois les financer sous fonds propres. Et pour pouvoir réaliser ce principe-là, je constitue une épargne, soit à la banque ou aux assurances, je paye des actions, des obligations, et ça me permet de générer des fonds pour financer mes projets. Voilà un peu comment je vois le principe et le domaine de performance qui est peut-être les actions, le plan d'action qui est mis pour pouvoir réaliser ce principe-là. Est-ce qu'on pourrait voir les choses comme cela? Absolument, absolument. C'est un exemple de lien entre principe et action de la vie courante. Il y en a plein d'autres. Et puis aussi, dans d'autres domaines professionnels, par exemple le management de la qualité, vous allez voir qu'on liste les 8 principes du management de qualité. Et après, il y a les processus, il y a toutes les actions qui impliquent le contrôle qualité, voilà, tout le détail qui permet de mettre en œuvre une démarche qualité dans une organisation. C'est exactement ça. Merci. Super, super. Je dois laisser la parole à Kamel. Peut-être d'autres questions. Oui, tout à fait. J'ai une autre question, je reviens toujours à Fabrice. On parle depuis tout à l'heure sur l'engagement des parties prenantes. Nous avons déterminé c'est qui les parties prenantes, mais lorsqu'on parle de l'engagement, il se repose toujours sur des piliers. Fabrice, est-ce que tu peux nous déterminer c'est quoi ces piliers et quels sont les piliers les plus importants à prendre en considération? Merci Kamel. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'en gestion de programme, nous avons 6 piliers essentiels. 6 piliers essentiels et qui commencent par la proactivité. Donc, la proactivité consiste
à, on va dire, anticiper sur tout. Donc, en gestion de programme, on dit anticiper plutôt que de réagir. Donc, il faut anticiper sur l'engagement des parties prenantes pour éviter beaucoup de surprises telles que, par exemple, une partie prenante qui n'est pas satisfaite, qui bloque des choses en projet ou bien qui cause des dégâts tels que du sabotage et autres. Donc, c'est des choses qu'il faut anticiper. Il y a aussi les conflits qu'il faut éviter. Donc, tout ça, ça passe par l'engagement, on va dire, très tôt, depuis le départ des parties prenantes. Donc, ça, c'est la proactivité. Deuxième pilier, il y a la collaboration. Il faut dire que la gestion du programme repose en grande partie sur la collaboration. Aujourd'hui, dans toutes les documentations du PMI liées au projet, au programme, au portfolio, l'accent est vraiment mis sur la collaboration qui est important parce que la collaboration, en fait, dans un programme ici, permet de voir les parties prenantes comme des partenaires, comme des individus avec lesquels nous allons créer, sinon co-créer cette valeur-là que le programme va apporter. Voilà, donc c'est vraiment important de mettre l'accent sur la collaboration, qui est un pilier essentiel pour la gestion de programme. Troisième pilier, nous avons le monitoring. Le monitoring consiste à faire un suivi de l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire le suivi de la stratégie d'engagement, de telle sorte à mettre en place ce qu'on appelle des indicateurs de performance, c'est-à-dire des éléments de mesure pour pouvoir vérifier le niveau d'engagement des parties prenantes. Par exemple, exemple d'éléments de mesure, euh, le taux, sinon le pourcentage de participation des parties prenantes à la réunion. Aujourd'hui, au niveau du PMI de cette initiative-là, du groupe d'études sur la gestion de programme, pour ce webinaire-là, nous avons engagé un certain nombre de parties prenantes et à l'heure actuelle, nous avons autour de 71 personnes connectées. Donc, cela peut nous permettre ici de mesurer l'engouement qu'il y a autour. Donc, ça nous permet ici de monitorer et de pouvoir prendre des actions. Donc, les actions se prennent au niveau du quatrième pilier qui est l'adaptabilité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une fois que nous avons monitoré, nous avons suivi, mesuré le niveau d'engagement de la partie prenante, évidemment, il faut prendre des actions. Si on se rend compte que le niveau de participation des parties prenantes n'est pas ce qu'on espérait depuis le début, éventuellement, il faut réajuster la stratégie de telle sorte à ce que ces parties prenantes puissent être mieux engagées afin qu'elles participent au mieux à l'avancement, à l'évolution du projet. Cinquième pilier, nous avons la clarté. En gestion de programme, il faut vraiment miser sur la clarté. La clarté dans tout ce qui est effectué et dans tout ce qui est partagé. Exemple, il faut tenir dans la communication un langage clair qui est spécifique à la partie prenante. C'est-à-dire quoi? Pour un document qui est adressé, on va dire, au comité de pilotage qui est beaucoup plus stratégique, on ne va pas aller s'étendre sur des éléments très techniques qui sont carrément incompréhensibles par ces parties prenantes-là. Voilà, cela les désengage et ça représente un risque pour le projet. Donc, cette clarté-là est vraiment des mises au niveau de la gestion des parties prenantes. Maintenant, le dernier pilier, c'est le plus important d'ailleurs, les compétences interpersonnelles. Gérer un programme nécessite de grandes compétences interpersonnelles parce que gérer un programme, c'est de la diplomatie. C'est de la diplomatie parce qu'il faut pouvoir lire entre les lignes, pour pouvoir mieux comprendre, voire même suivre le profil. C'est-à-dire, tu es en quelque sorte un profiler parce qu'il y a des non-dits en fonction de comment est-ce que la partie prenante voit et attend des choses du programme. Donc, ces compétences interpersonnelles telles que, on va dire, l'intelligence émotionnelle, pour comprendre ses émotions, comprendre les émotions des autres, d'autres compétences telles que la gestion des conflits, très, très important, parce que dans un programme, il y a forcément des conflits. Comme le disait Baker Cole dans Gestion des projets infaillibles, dans un programme, il y a forcément des
des problèmes. Dans un projet aussi, il y a forcément des problèmes. Donc, ce sixième pilier-là, pour moi, hein, c'est le pilier le plus important que le chef de programme doit utiliser pour pouvoir mener à bien son programme. Merci, Kamel. J'espère avoir Euh, répondu. ouais, Hein. oui, tout à fait. Je reviendrai tout à l'heure. On laisse la parole à Destin et je reviendrai sûrement vers toi, Fabrice. Ça marche, je t'attends. Je suis impatient, Kamel. Les gestionnaires de projets qui sont très certainement nombreux ce soir à nous suivre. Je sais qu'il y a aussi des gestionnaires de programmes. Eh bien, on parle d'engagement des parties prenantes dans un projet. Là, dans le programme, vous me parlez aussi d'engagement des parties prenantes. Bien, est-ce qu'il y a une différence entre engager la partie prenante dans un projet et engager la partie prenante dans un programme? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a une différence? Patrick, je voudrais entendre ton point de vue sur cette question. Merci beaucoup, Destin, pour cette excellente question. Euh, Bien, concernant l'engagement des parties prenantes, qu'on soit dans un projet ou dans un programme, bon, il est déjà bon de souligner qu'il y a des similitudes. Hein, il y a des similitudes. Dans les deux cas, les similitudes sont les suivantes. C'est le rôle critique que joue l'engagement en lui-même. Donc, dans les deux cas, que ce soit dans une initiative projet ou dans une initiative programme, l'engagement des parties prenantes est critique. Ça, c'est le premier point commun. Le deuxième point commun, c'est que dans les deux cas, les outils d'analyse et d'identification ont les mêmes bases. Donc, les outils de base qui permettent d'identifier et d'analyser les parties prenantes sont a priori les mêmes. Alors, au niveau des différences, les différences principales se situent au niveau des objectifs de l'engagement et de l'horizon. Lorsque nous parlons d'un projet, l'engagement est plutôt tactique et l'approbation des parties prenantes est basée sur les livrables du produit que le projet va permettre de réaliser. Alors que dans un programme, l'engagement, il est stratégique. Il est centré beaucoup plus sur l'adhésion à un changement organisationnel et la réalisation de bénéfices qui vont se faire sur du long terme, hein. Donc, c'est ça la différence au niveau des objectifs. Deuxième aspect qui comporte des différences en termes d'engagement des parties prenantes, c'est au niveau de l'horizon, donc le camp. Alors que dans un projet, l'engagement est court et transactionnel, lié vraiment à un calendrier de projet, dans un programme, l'engagement, il est continu, il est politique. Beaucoup plus parce que le programme implique beaucoup d'interactions, donc beaucoup de complexité et nécessite un soutien exécutif sur une période plus longue, hein, sur plusieurs années. Donc voilà un peu comment j'expliquerai les différences entre l'engagement des parties prenantes dans les initiatives projets ou programmes. J'espère que ça éclaire un peu la lanterne de tout le monde. Merci. Merci infiniment. Kamel, je te passe Oui, la main. ouais, merci Destin. Euh, Vu qu'on parle Destin de l'engagement des parties prenantes, c'est quelque chose de crucial et très important. Et avant de poser la question à Fabrice, nous sommes nous ici, mais avec 70 autres participants. 70 ils sont aussi beaucoup plus importants que nous tous réunis. Et j'aimerais savoir des participants, est-ce qu'ils sont d'accord que je pose la question à Fabrice de nous donner un cas pratique? Si vous êtes, si vous voulez qu'il nous donne un cas pratique, réagissez sur le chat et dites oui ou non. Et tout dépend de vos réponses. Je poserai la question à Fabrice. Est-ce que vous voulez un cas pratique pour voir comment appliquer la théorie à la pratique? J'ai un seul oui de Mounina, un deuxième oui de Serge. Qui d'autre? Je veux d'autres participants que je connais pas ces noms. Vous pouvez également répondre dans l'option Q&A, questions et réponses. Si le chat ne fonctionne pas, n'hésitez pas à utiliser cet outil Q&A également. Alors, si votre chat ne fonctionne pas, essayez de cliquer sur le bouton et mettez tout le monde. Ça pourra fonctionner.
Euh, Kamel, je vois énormément de oui qui viennent de là. On a près de plus de 15 oui. Super. Donc, je pense que tout le monde attend voilà, les cas pratiques. Alors, Voilà, on les va oui attendre un petit contenus. peu, au moins pour avoir une 30. Il y a 30 personnes, sinon on ne va pas continuer le webinaire. Je pense qu'on vient de dépasser 30 parce que là, les oui ne font que venir. Truc. Alors, Fabrice, s'il te plaît, Fabrice, dites-nous un cas, partage avec nous un cas pratique, comment engager les parties prenantes. Merci Kamel. Déjà, comme cas pratique, bon, c'est ce que tu viens de faire tout de suite là hein, avec l'ensemble des parties prenantes. Donc là, tu t'as assuré que le maximum de personnes est d'accord avec l'approche. Donc, tu as pris leurs attentes en compte avant de poser la question. Je suppose que si elles avaient dit non, on allait passer à autre chose, je suppose. Je suppose, voilà. Donc, oui, les cas pratiques, j'en ai énormément on va dire, dans ma vie de leader hein, dans le domaine des projets. Donc, j'ai eu beaucoup de cas et d'anecdotes aussi, hein. Donc, ici, on va partir sur, euh, on va dire, une société qui s'appelle, bon, un pays en fait qui s'appelle Aquasopi. Donc, pour éviter tout rapprochement avec une structure. Donc là, c'est, on va dire, un pays imaginaire. Donc, qui a lancé un programme, le budget est de 3 milliards de dollars. Le programme dure sur 3 ans. Et comme partie prenante importante, nous avons la Banque mondiale qui finance le programme. Nous avons le ministère des Finances de la Croisopie qui est impliqué en tant qu'institution. Nous avons le directeur général des douanes de la Croisopie qui est ici le sponsor du programme. Voilà, parce que son pouvoir et son intérêt est très élevé. Et c'est sur lui que repose la lourde charge d'assurer le succès du programme. Nous avons les agents, hein, les agents des douanes, les agents de la technique. Nous avons aussi les agents des postes frontaliers qui sont des parties prenantes. Nous avons les transitaires et la population, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens qui sont, par exemple, des parties prenantes. Donc, ce qu'on a fait depuis le départ, en premier, on a suivi le processus, c'est-à-dire les 5 étapes d'engagement des parties prenantes. Donc, nous avons commencé par l'identification, c'est ce que nous venons de faire, et nous les avons enregistrés, toutes ces parties prenantes-là, nom, prénom, rôle dans l'organisation, rôle au sein du projet, dans le registre des parties prenantes. Donc, ce registre-là, il est très important pour pouvoir noter toutes les informations liées aux parties prenantes. Une fois enregistrées ces parties prenantes-là, nous avons effectué l'analyse. L'analyse a consisté à utiliser bon, l'un des outils hein, que nous avions à disposition, qui est la matrice de pouvoir et intérêt, que nous avons utilisé pour pouvoir déterminer le pouvoir et l'influence en fait que ces parties prenantes-là ont ou bien auront sur le projet, le programme, on va dire programme. Donc ici, la Banque mondiale a un pouvoir énorme, il faut le savoir, parce que c'est elle qui finance le programme. Et en termes d'intérêt, elle a un intérêt moyen. Donc, il faut la gérer de très près aussi. Le ministère des Finances a un pouvoir énorme aussi, parce que c'est eux qui représentent le ministère de tutelle concernant ce projet-là, ce programme, on va dire. Donc, ils ont un pouvoir énorme aussi. Par contre, les agents frontaliers n'ont pas de pouvoir, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir de décision vraiment sur le déroulement du projet en termes de programme. Désolé, hein, souvent je fais la confusion projet-programme. Donc, dites-vous que c'est programme. Hein. Donc, ces agents-là n'ont pas forcément de pouvoir sur le programme, mais quelque part, ces agents-là ont un intérêt dans le déroulement du programme. Donc, ces agents-là, il faut les informer régulièrement sur comment les choses avancent. Donc, une fois analysé les parties prenantes à travers le pouvoir et intérêt. On a aussi utilisé un autre outil d'analyse hein, qu'on appelle la matrice d'évaluation du niveau d'engagement. Donc, on s'est rendu, par exemple, compte à travers cette matrice-là que les agents frontaliers étaient résistants. Résistants pourquoi? Parce qu'ils avaient des intérêts particuliers
qui allaient être impactés. Parce que le programme allait mettre en place un nouveau système, c'est-à-dire de refonte de l'infra et du système de gestion des déclarations qui allait permettre maintenant que tout soit tracé et que tout soit numérisé. Même les transactions financières, ça passait maintenant par les transactions mobiles. Voilà. Donc, ces agents-là étaient impactés parce que derrière, les intérêts personnels, le petit business qu'il faut faire ne pouvaient plus passer. Voilà. Je souligne qu'on est à Kwazopi, on n'est pas dans un pays de l'Afrique de l'Ouest où, voilà. Donc, on est en Kwazopi. Donc, ces agents-là étaient réticents, étaient résistants, par exemple. Voilà. Donc, une fois analysé les parties prenantes, là, nous avons mis en place la stratégie. Donc, pour les agents résistants, qu'est-ce que nous avons fait ici? Dans la stratégie, nous avons décidé de communiquer à travers on va dire, des conférences bimensuelles. Donc, chaque 2 fois dans le mois, nous organisions des conférences d'information, des conférences de formation et de sensibilisation sur l'importance du programme, de ce que ça va apporter à tout un chacun et même au pays tout entier qui est à Kwazopi. Pour le sponsor et les membres du comité de pilotage, donc qui étaient constitués de la Banque mondiale, du ministère, un représentant du ministère et du sponsor. Donc, ce comité-là était engagé en organisant avec eux, en organisant des meetings, hein, des réunions mensuelles et aussi en leur envoyant, leur partageant avant les réunions mensuelles le rapport d'état du programme. Voilà, donc c'est ces stratégies-là qu'on a mis en place pour ce groupe de parties prenantes. Donc, une fois la stratégie mise en place, évidemment, il faut appliquer la stratégie. Donc, la stratégie va consister à organiser nos comités nos comités de pilotage, organiser nos comités programmes avec l'ensemble des parties prenantes qui sont dans l'équipe de gestion de programme. Voilà, et aussi envoyer les différents rapports, gérer les conflits. Donc là, on passe dans l'exécution de la stratégie. Nous sommes passés dans l'exécution. Donc, il y a eu plusieurs conflits que nous avons eu à gérer. Évidemment, des conflits d'intérêts. Voilà, nous avons eu comme ça des sabotages dans ce programme-là. Pourquoi? Parce que certaines parties prenantes estimaient que le nouveau système qui allait être mis en place n'était pas adapté à leurs besoins, n'était pas adapté aussi à leurs compétences. Donc, ça fait que ces parties prenantes-là étaient réticentes, surtout au niveau de la technique. Et il y a eu des sabotages, l'exemple palpable même, c'est que l'heure sur l'un des systèmes que nous avons déployés a été changé manuellement, et ce qui a faussé, hein, toutes on va dire, les informations en termes de date sur les déclarations. Donc, du coup, ce que ça a créé comme impact, c'est que il a commencé à se murmurer dans les coulisses que le système qui a été mis en place n'est pas un système conforme, n'est pas un système qui est bon, c'est un système qui n'est pas fiable. Voilà, donc ce conflit-là, nous avons pu le gérer à travers des réunions où nous avons déjà, à travers la traçabilité, détecté l'anomalie, montré que cela venait d'une intention, on va dire, malveillante d'un individu. Et par la suite, nous avons pu avancer dans le programme. Voilà. Donc, une fois que toutes ces parties prenantes ont été engagées, évidemment, il y a l'amélioration continue, le suivi continu que nous avons effectué sur l'ensemble des parties prenantes afin de pouvoir suivre si, évidemment, des changements allaient se produire par rapport au niveau des résistances ou de support. Effectivement, nous avons constaté que les agents frontaliers ont commencé petit à petit, même si ce n'était pas l'ensemble, à se rallier au projet. Ils ont commencé à faciliter les choses. Les agents aussi du service technique qui étaient réticents ont commencé à faciliter les choses parce que on a mis en place une stratégie pour les former, pour leur montrer que le nouveau système n'était pas aussi complexe que ça, tout ça. Donc, cela les a calmés et leur a permis de pouvoir mieux s'impliquer dans le programme. Donc, voilà un peu, là, j'ai pas envie d'être long, voilà un peu l'expérience que j'ai vécue, que je partage avec vous. J'espère que cela vous a édifié et n'hésitez pas à poser des questions voilà, concernant cette expérience-là. Merci, Kamel. Oui. Merci à toi, Fabrice. Destin, s'il y a d'autres questions.
Oui, en tout cas, l'expérience de Fabrice a été très claire et je voudrais encore qu'on revienne encore sur une notion. Il a partagé son vécu, son vécu sur un programme. De façon générale, quelles sont les parties prenantes qui sont engagées dans un programme? Peut-être que Patrick va nous dire quelque chose. Oui, merci Destin. Alors, ça peut varier hein, d'un programme à l'autre, mais il y a quand même des parties prenantes clés qu'on voit toujours dans un programme. Donc, je commencerai déjà par le gestionnaire de programme lui-même, qui est une partie prenante principale du programme. On a tendance à aussi à l'appeler le champion du changement, parce que c'est lui qui conduit toutes les activités du programme. La deuxième partie prenante clé, c'est le sponsor du programme. C'est celui qui, on va dire, qui est le lead sur les aspects de financement, donc qui sponsorise, on va dire, le programme pour être plus simple. Il y a le comité de pilotage, qui est un groupe de personnes qui constitue l'autorité de décision dans le cadre du programme. Donc, faut-il continuer, faut-il arrêter, faut-il allouer de nouvelles ressources? Donc, c'est les décisions qui sont prises par le comité de pilotage. Il y a les chefs de projet. Comme on l'a dit dans les précédents webinaires, le programme, c'est un ensemble de composants dans des projets ou des sous-programmes qui ont un lien, qui sont liés entre eux. Et à la tête de chacun de ces composants, il y a des chefs de projet. Donc, ceux-là aussi sont des parties prenantes. Il y a celui qu'on peut appeler dans une organisation le gestionnaire des opérations. Alors, euh, vous savez, un programme est destiné à produire des bénéfices. Et les bénéfices, une fois qu'ils sont produits, ils doivent être transmis à une unité opérationnelle et pérennisés. J'ai vu beaucoup de programmes échouer parce qu'on n'avait pas considéré le gestionnaire des opérations comme une partie prenante dès le début. Alors, au moment où le bénéfice a été produit, ce gestionnaire des opérations-là et son équipe n'avaient pas la formation nécessaire pour pouvoir constituer un réceptacle de ce bénéfice-là et de pouvoir le pérenniser. Et tout le bénéfice a été perdu après la clôture du programme. Donc, le gestionnaire opérationnel est une partie prenante clé. Il y a l'équipe de programme en elle-même, donc constituée de tous les membres qui travaillent directement sur les activités de programme. Il y a ce qu'on appelle le Programme Management Unit, qui est l'unité qui standardise, on va dire, la gouvernance, les procédures, les outils à mettre à disposition de l'équipe de programme. Mais il y a aussi d'autres intervenants, les clients, les fournisseurs et surtout, pas des moindres, c'est l'autorité de régulation. Je prends un exemple d'un programme qui viendrait implémenter dans un pays une nouvelle technologie, on va dire n'importe quoi, la 10G, qui vient longtemps après la 5G, ben, il sera difficile de l'implémenter dans un pays sans collaborer avec l'autorité de régulation des télécoms, par exemple. Donc, ceux-là aussi interviennent comme une partie prenante. Voilà un peu, Destin, les parties prenantes clés qu'on trouve dans un programme, mais ça peut ne pas se limiter à cette liste-là, qui est beaucoup plus une liste de parties prenantes clés qui est restreinte. Merci. Mm. Merci infiniment. J'ai encore une autre question, si tu le permets, Kamel. Nous voyons l'importance de la gestion même de ces parties prenantes. Vous venez de le dire, qui participent à la réussite même du programme. Et le programme qui s'étend sur une période assez longue. Donc, il faut mobiliser les parties prenantes tout le long de ce programme. Je suppose que le programme manager doit avoir un certain nombre de compétences. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les compétences clés que doit disposer un gestionnaire de programme? Fabrice veut nous dire quelque chose? Euh, Fabrice, ok. Euh, Mais Patrick, si tu veux prendre la Allô? question. Allô? Je suis là, je suis là. ok. En termes de compétences pour gérer un programme, donc tout à l'heure, quand je parlais des piliers,
des 6 piliers, j'ai mis l'accent sur les compétences interpersonnelles, donc ce qui est important dans la gestion d'un programme. Et comme tu l'as rappelé tantôt, hein, le programme, il a, on va dire, un périmètre beaucoup plus vaste. Et le programme consiste à gérer des sous-projets ou des sous-programmes. Voilà, donc un ensemble de parties prenantes très vaste aussi. Donc, les compétences interpersonnelles telles que la gestion des conflits, c'est par exemple une compétence qui est cruciale pour pouvoir gérer l'ensemble des conflits qui vont arriver dans le projet. Tout à l'heure, dans mon exemple que j'ai donné un exemple de conflit qui est arrivé où il y a eu un sabotage. Donc, c'est à travers ces compétences interpersonnelles-là que nous avons pu quand même gérer le problème sans toutefois impacter le projet et sans toutefois porter préjudice à la ressource voilà, qui a eu à faire ce sabotage-là. Donc, c'est très important. Il y a aussi les compétences comme la gestion des relations clients, parce que la gestion de programme consiste à créer un certain relationnel avec l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire qu'il faut arriver à fédérer tout le monde autour de la réussite du programme, c'est-à-dire autour de la production des bénéfices. Parce qu'en fait, le but d'un programme, c'est même pas de produire des bénéfices, non, c'est de maximiser les bénéfices, parce que ça va au-delà. Donc, cela fait que, par exemple, dans un programme, il y a beaucoup de changements, contrairement à un projet. En termes de changement, il y a de nouveaux projets qu'on peut ajouter en cours de programme, il y a de nouveaux projets qu'on peut retirer si jamais ces projets-là sont des entraves à la maximisation du bénéfice, ce qui est très important comme compétence. Donc, il y a aussi une compétence très importante que le leadership relationnel. Relationnel, on l'a ajouté parce que il est très important. Le leadership qui est lié à l'autorité, c'est-à-dire où on vient, on dit que les choses n'est pas appropriées dans la gestion de programme. Il faut beaucoup plus créer de la relation, il faut beaucoup plus utiliser un genre de servant leadership, un genre de adaptive leadership, en fait, pour pouvoir mener à bien toute l'équipe. Parce que je l'ai dit tantôt, hein, gérer un programme en début de propos, gérer un programme, c'est gérer un ensemble d'individus. Voilà, donc toutes ces compétences-là sont vraiment importantes pour mieux gérer un programme. Il y en a plusieurs, mais je vais me limiter à ces compétences-là déjà. Merci, Destin. OK, merci. Merci infiniment pour cette réponse. Kamel, je te passe la main. Je vais me concentrer beaucoup plus avec Fabrice aujourd'hui. Je ne vais pas le lasser. Alors, Fabrice, dans un, dans un programme complexe ou d'un projet complexe où les différentes parties prenantes ne cessent d'augmenter et être différentes. Au début du programme, on peut commencer par une partie fine des parties prenantes, mais tout au long d'avancement de projet ou de programme, les parties prenantes changent. Avec toute cette complexité, est-ce qu'il y a des outils adéquats pour qu'on puisse toujours assurer l'engagement des parties prenantes? Effectivement, Carmel, il y a des outils adéquats, des outils même appropriés au programme et qui permettent de gérer cet ensemble de parties prenantes-là. Donc, dans un premier temps, il y a des outils standards qu'on trouve comme le brainstorming, donc qui permet au niveau de l'identification des parties prenantes déjà de pouvoir organiser des meetings entre équipes de gestion de projet, de programme plutôt, et avec certaines parties prenantes importantes, afin de pouvoir déterminer les attentes, les besoins des différentes parties prenantes. Donc, il y a le brainstorming, il y a aussi les interviews. On peut effectuer des interviews pour avoir des informations critiques importantes sur l'ensemble des parties prenantes. Il y a aussi un outil très important que j'ai cité, qui est le registre des parties prenantes. Donc ça, c'est l'outil même principal, l'outil essentiel. Cet artefact-là permet de pouvoir enregistrer l'ensemble des parties prenantes qu'on a dans nos programmes et de pouvoir suivre l'évolution de leurs attentes, de leurs pouvoirs, de leurs besoins tout au long du projet. Il y a aussi les deux matrices que j'ai citées aussi auparavant. Donc, il y a la matrice, par exemple, pouvoir intérêt qu'on peut utiliser, qui est un outil très important pour déterminer le niveau de pouvoir. Il y a aussi la matrice d'évaluation
du niveau de résistance pour voir si la partie prenante, elle est soit inconsciente, c'est-à-dire non consciente, c'est-à-dire elle n'est même pas informée du programme, ou bien elle est soit neutre, ça veut dire elle est informée du programme, mais elle n'a pas d'avis, c'est-à-dire elle n'est pas résistante, elle n'est pas supportrice, soit elle est résistante, ça veut dire elle n'est pas pour le programme, soit elle est supportrice, et en dernier, soit cette partie prenante-là fait partie des champions, des leaders, parce qu'elle s'implique véritablement dans le programme. Donc, c'est un outil, non, c'est un ensemble d'outils très, très important. En dernier, il y a aussi les outils basés sur le Lean, c'est-à-dire tout ce qui est outils d'amélioration continue, comme Kaizen, comme le PDCA, qui sont aussi très importants ici pour pouvoir maintenir l'engagement des parties prenantes, pour pouvoir s'inscrire dans une logique d'amélioration continue tout au long de la gestion des parties prenantes, depuis le démarrage du projet jusqu'à sa fin. Voilà ce que je peux dire par rapport aux outils. Il y en a plusieurs outils encore, hein. Donc ça, c'est principalement les outils qu'on utilise, que moi, particulièrement, j'utilise très souvent dans la gestion de mes programmes. Merci. Merci à toi, Fabrice. Fabrice et Patrick, vu que lorsque j'ai posé la question aux différents participants, est-ce qu'ils veulent un cas pratique, je reviens vers Patrick. Après, Fabrice, si tu souhaites intégrer, selon votre expérience, vous avez un long parcours riche d'expérience. C'est quoi votre retour d'expérience? Si c'est possible de nous donner un simple cas pratique rapide comme ça, et après je vous poserai une autre question, si vous le permettez. Un cas pour nos participants qui aiment beaucoup les cas pratiques. Alors, merci Kamel. Alors, un cas pratique de gestion de programme, c'est l'activité de tous les jours. Alors, dans mon cas, je travaille dans un programme de santé qui est en général constitué d'une très forte composante système d'information. Donc, il s'agit de mettre en place des systèmes d'information sanitaires qui permettent d'obtenir à la fin une meilleure visibilité sur la santé des populations. Donc, dans le cadre de ce genre de projet-là, donc les parties prenantes que nous avons, c'est les ministères de la Santé, les directions centrales, des démembrements départementaux et régionaux des ministères de la Santé, du personnel de santé, des corporations professionnelles, des agents communautaires qui sont le relais du ministère de la Santé au plus bas niveau de la pyramide, donc dans les hameaux les plus reculés. Donc, vous pouvez voir que déjà, on a des personnes qui ont des profils totalement différents. Pour la petite anecdote, sur ma fiche de poste, la première responsabilité qui est écrite, c'est de créer et maintenir des relations positives de travail avec les partenaires, les bailleurs et toutes les autorités nationales. Donc, c'est le travail qui est fait tous les jours. Donc, dans le cadre d'un projet, par exemple, qu'on a mis, je souhaiterais ne pas citer de pays parce que c'est quelque chose qu'on a fait dans plusieurs pays. Il y a eu tous les cas de figure, aussi bien des cas de parties prenantes très engagées qui soutiennent le projet, que des personnes qui ont été résistantes au projet, avec qui il a fallu, par exemple, utiliser les moyens appropriés pour les ramener dans le projet. En général, quand les gens s'opposent à des projets, c'est pas forcément parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce qu'ils ont des intérêts qui, qui, euh, qui seront, on va dire, impactés. Je prends par exemple le cas de la remontée automatique des données de tous les hôpitaux dans le pays vers le niveau central. Avant la mise en place d'un système d'information, les acteurs régionaux bénéficiaient de missions, par exemple. Donc, ils avaient une semaine de mission ou de per diem pour se déplacer avec des documents papier pour se rendre dans une autre ville, pour les valider et puis pour les transmettre.
Et il y avait aussi des opérateurs de saisie qui sont recrutés temporairement, mais sur de très longues périodes pour faire des saisies dans le système. Mais avec l'avènement de l'Internet et des systèmes centralisés, ils perdent tout ce pouvoir-là. Donc, il faut trouver la meilleure façon d'introduire ces changements-là pour le bien-être global sans mettre à dos toutes ces personnes qui y ont un intérêt. Il y a aussi dans notre environnement des parties prenantes plus, on va dire, plus puissantes parce qu'elles financent des programmes et on peut être dans des situations où il y a des conflit de financement. Donc, j'ai en face de moi deux bailleurs de fonds. Donc, il y a Kamel qui met 1 million de dollars sur la table et il y a Blaise qui veut aussi mettre 1 million de dollars sur la table. Et chacun veut avoir le lead du projet du programme. Donc, il faut trouver la façon d'avoir les 2 millions de programmes de dollars pour avancer dans le projet, tout en faisant fonctionner les choses. Parce que, comme on dit souvent, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Donc, le programme manager doit faire preuve de diplomatie pour pouvoir mettre tout le monde sur la table et atteindre ses objectifs, atteindre les bénéfices attendus par le programme. Donc, c'est ce que je partagerai avec toi comme expérience. Et si tu as des questions additionnelles plus précises sur un aspect de l'engagement des parties prenantes en programme, je serai prêt à te donner d'autres anecdotes. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup. Alors, on va terminer par un mot de fin. Je reviens à Fabrice. Qu'est-ce que vous conseillez pour clôturer? Qu'est-ce que vous conseillez à nos participants? Un mot, un conseil, c'est quoi une leçon apprise? Merci Kamel. Rapidement, ce que je peux conseiller à nos participants, déjà, c'est de s'intéresser à la gestion du programme. Très important est de chercher à passer la certification PGMP, parce que étant certifié, cela te permet de pouvoir avancer dans ta carrière. Selon les statistiques du PMI, ceux qui ont eu la certification PGMP ont, pour un grand nombre, eu une différence environ de 42% d'augmentation de revenus, contrairement à ceux qui ne sont pas certifiés. Donc, c'est très énorme. Donc, je donne ce conseil à l'ensemble. Pour la gestion de leur programme, je peux aussi leur conseiller d'être vraiment à l'écoute des différentes parties prenantes. Petite anecdote, ce qu'on n'a plus assez de temps rapidement. Dans mes débuts en gestion de programme, j'ai eu je vais dire, faire une bêtise, je vais le dire comme ça. Donc, il s'agissait d'un programme où euh, l'ensemble des experts travaillaient à distance, donc à travers des VPN, donc avaient besoin de connexions à distance. Même ces personnes-là, à travers le time zone qui était décalé, devaient quand même travailler les nuits aussi pour pouvoir avancer rapidement dans le programme. Donc, le client en question a exigé de pouvoir participer à toutes les configurations, c'est-à-dire être présent, tout ça. Cela ne nous arrangeait pas parce qu'il fallait travailler les nuits et les configurations qui étaient faites étaient des configurations très, très techniques, ce que le client n'allait pas comprendre. Mais le règlement que j'ai fait pour faire comprendre au client que cela n'allait pas être favorable au délai du programme et pour l'amener à pouvoir accepter, j'ai eu comme ça à lui dire que les configurations qui allaient être faites sont des configurations très avancées. Et vu qu'on n'a pas encore démarré la formation avec eux, ce serait peine perdue qu'ils n'allaient pas comprendre grand-chose. Donc, c'est pas la peine qu'ils participe. Voilà. Donc, ça fait que mon interlocuteur, qui était le directeur informatique, a pété un câble automatiquement et m'a reproché que je les traitais de vauriens, tout ça. Voilà. Donc, c'est une expérience que je peux jamais oublier. Cela m'a marqué. Je pense que le lendemain, on a même arrêté le travail chez eux, la séance tenante, parce il a décidé d'arrêter et il avait même décidé de bloquer le programme. Donc, le lendemain, il a fallu que je parte le voir pour trouver un terrain d'entente et on est tombé d'accord. Donc, rapidement, le conseil que je donne, c'est vraiment d'être à l'écoute et de faire très attention, d'être très diplomate pour mieux gérer ces parties prenantes. Merci à tous.
Merci à Mm. toi, merci à Patrick, merci à Fabrice. Destin, Oui. à toi l'honneur. Merci infiniment. Le temps imparti est pratiquement achevé, mais je voudrais encore donner la possibilité à nos participants d'interagir avec nous. J'ai vu que les questions ont déjà été répondues dans le chat, mais si une question, s'il y a encore une question qui reste, n'hésitez pas, vous pourrez soit lever la main ou encore la poser dans le chat pour que nous puissions, nos experts puissent y répondre. Euh, Je profite de cela, de ce petit temps pour donner quelques nouvelles. Et bien donc, le mois prochain, nous aurons un autre webinaire, voilà, sur la gestion des programmes, autour du 26, voilà, le 26 précisément. Je regarde encore mon calendrier. Nous aurons un prochain webinaire sur la gestion des programmes. Et chers participants, nous vous invitons à rester toujours connectés au groupe d'études, connectés au PMI Côte d'Ivoire, surtout sur cette initiative. D'ici demain, vous recevrez dans votre messagerie le support. Nous avons préparé un support pour vous. Vous recevrez le support accompagné des PDU. Donc, un PDU, puisque c'est 1 heure, donc vous aurez un PDU pour cet event qui a été organisé. J'espère que vous avez bien apprécié tout ce qui a été dit, toutes les notions qui ont été partagées, toutes les astuces qui ont été données. Personnellement, moi, j'ai vraiment apprécié. Blaise, est-ce qu'il y a une question qui n'a pas encore été répondue, qu'on pourrait... Euh, je pense avoir répondu à toutes les questions. Il y a une dernière qui est une question très intéressante. Là, c'est la question est posée par Judith Boutou qui demande comment relever le niveau d'engagement des parties prenantes sur un projet lorsque l'engagement baisse à partir d'un taux de participation au bidding. Cause, les gens disent qu'ils ne pensent pas que leur engagement allait leur demander autant d'énergie. Ils ont sous-estimé la mission, bien que bien expliquée depuis le début. Donc ça, c'est une situation très embarrassante. Et je suis en train d'écrire. Donc, c'est une question, je pense que vous pourrez également apporter votre expérience. Mais ce que je peux dire à Judith, j'étais en train d'écrire comme ça. Normalement, un programme ou un projet est initié par une entreprise pour un besoin stratégique, pour un aliment stratégique, pour atteindre des objectifs stratégiques. Et donc, si à un moment donné, l'engagement des parties prenantes baisse, la question à se poser, ça peut être remonté au comité de pilotage ou bien au comité stratégique. Est-ce que ce projet est toujours une priorité pour l'entreprise? Voilà. Donc, c'est la question à se poser. Est-ce que les objectifs fixés en lançant ce projet ou ce programme restent toujours d'actualité versus les autres activités? Parce que si les personnes estiment que ça leur prend trop de temps, cela voudrait dire qu'ils sont en train de faire autre chose. Voilà. Et donc, potentiellement, ce projet est noyé ou dans d'autres activités. Donc, versus les autres projets, quelle est la priorité? Donc, c'est des questions à se poser. Et la réponse à ces questions va guider la démarche à tenir. Voilà. Est-ce qu'on dépriorise ce projet versus les autres? Ou bien si c'est ce projet qui est la top priorité, ben, il faut que les gens dégagent les autres activités qui les occupent et se consacrer entièrement à ce projet. Bon, expliquer ça, c'est un peu simple de manière pratique. C'est un peu plus compliqué parce que là, on a en face de nous des hommes. Mais bon, c'est une approche qui pourrait, voilà, qui pourrait aider la priorité de ce projet dans l'ensemble des projets de l'entreprise. Voilà. Voilà un peu ce que je peux dire, Judith. Je vais essayer de résumer un peu dans le chat pour vous, mais je pense que les autres panélistes pourront aussi apporter des réponses. Voilà. Merci. Je voudrais bien, Blaise, renchérir sur ce que tu viens de le dire et j'ai bien apprécié ce que nos experts disaient. En réalité, dans un programme comme dans un projet, il faut vraiment avoir appliqué l'écoute active. Donc, chercher à comprendre
Si une ou deux parties prenantes ne semblent plus être engagées, les approcher. Le chef de projet, on a dit, il faut avoir vraiment du relationnel, un leadership relationnel. Donc, approcher humblement ces parties prenantes, aller chercher à savoir, plus demander, mais voilà, j'ai constaté pourquoi, qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Bon, je pense que au fur et à mesure de la discussion, avec votre humilité, votre approche, voilà, les personnes finiront par le dire. Mais je suis d'accord avec Blaise. La première chose à voir, c'est de savoir si vraiment le programme est toujours aligné sur la stratégie. Quand on est sûr que c'est vraiment aligné, quand on est sûr que la position du programme tient toujours, alors on pourra donc engager les autres démarches. Voilà ce que je voudrais dire. Il y a des mains qui ont été levées. Avec vos permissions, chers experts, je voudrais je vois Salami. Salami, tu pourrais ouvrir ton micro si ta question est d'actualité, ouvrir ton micro et puis poser la question, s'il te plaît. Il y a aussi Robert Amini qui a levé la main. Donc, Robert, est-ce que c'est possible pour vous d'ouvrir le micro et de prendre la parole? Sinon, dans l'option Q&A, vous pouvez poser votre question et on va se faire le plaisir de répondre. Alors, je prendrai la main d'Estin. Robert Amini a posé une question OK. et je l'orienterai vers Serge. Comment gère-t-on une partie prenante avec un pouvoir informel? Un Alors, la pouvoir question, informel. c'est-à-dire qu'il n'a pas un poste, je suppose, et qui n'est pas, qui n'a pas un statut bien précis, mais qui est influent. Oui, qui est très influent, oui, mais c'est la pépite. Donc, il faut veiller, il faut y veiller de près. Donc, il y a un outil dont Fabrice a parlé, la matrice pour pouvoir et intérêt. Donc, le pouvoir, en fait, d'une partie prenante ne se définit pas seulement par la position. On sait que très souvent, dans les hautes sphères, il y a beaucoup de pouvoirs qui sont très informels, donc qui ne sont pas très visibles, mais qui contribuent fortement à atteindre les objectifs politiques. Et donc, lorsqu'on a quelqu'un qui a le pouvoir, un pouvoir qui n'est pas officiel, mais qui influence fortement, il faut le traiter vraiment comme une partie prenante qui a un pouvoir très élevé et qui a un intérêt. Parce qu'en général, des personnes qui sont influentes, on va dire, de façon informelle, ont forcément un intérêt. Et oui, c'est comme ça qu'il faut gérer cela. Après, c'est beaucoup de politique, c'est beaucoup de leadership relationnel. Il n'y a pas de recette. Il faut... euh, Fabrice a parlé de profiler. Moi, je dis souvent, il faut être comme un radar. Il faut être comme un radar pour percevoir ce qui n'est pas visible et puis voir comment agir, toucher la corde sensible des uns et des autres et pouvoir ouvrir en fait les portes qui souvent restent fermées quand on n'a pas la bonne attitude. Donc, si Serge, tu as un dernier mot à dire aux participants, qu'est-ce que vous dites? Ben, je dirais merci encore d'avoir pris du temps et de l'avoir passé avec nous. Merci de m'avoir convié à contribuer à ce groupe et à ce webinaire. Moi, je l'ai trouvé très enrichissant. J'espère que eux aussi l'ont trouvé enrichissant. Et si vous êtes curieux, si vous êtes intéressé, je pense qu'il est l'heure de passer le cap. Inscrivez-vous, lancez-vous dans un programme de formation et de certification PGNP. Ça va impacter positivement votre carrière. Merci. OK. Eh bien, là, il est 20h03 minutes. Je pense que c'est sur ces mots de remerciement que je voudrais qu'on mette un thème à notre très beau webinaire, tout en promettant de se retrouver le 26 pour le prochain webinaire du groupe d'études qui va traiter de la gouvernance dans un programme. Merci infiniment, chers participants. Merci, chers experts, chers modérateurs, pour avoir mené de main de maître ce webinaire. Et on va dire, on reste connecté. Merci. Très bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. Et bye Au bye. revoir. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.
Chers panélistes, ce que je vous propose, cher comité de pilotage, on se déconnecte et on se reconnaît tout à l'heure pour faire le point. Ça vous convient? Ok, ça marche. Merci. D'accord. Merci. Voilà. Et à tout à l'heure. OK.